Depuis quelques temps dans notre pays, l'on assiste à cette montée de plus en plus de personnalités politiques qui rejoignent les troupes rebelles. Comment stopper cette hémorragie? Ce sera la grande thématique à laquelle nous allons répondre dans ce programme spécial que nous appelons débat contradictoire. Vous le savez, le choc des pertinences de réflexion duquel jaillit la lumière. C'est comme ça que nous le disons chez nous, mesdames, messieurs. Bonsoir chez vous et merci de choisir Congo 26 Télévision, vous le savez, sur le canal 366 sur Canal+. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, insécurité dans la partie est de la République, comment stopper cette hémorragie? Ça sera la grande question, comme on vient de le dire, et nous allons débattre ce soir, bien sûr comme d'habitude, avec d'une part une personnalité qui nous vient de l'opposition politique et d'une autre qui nous vient bien sûr du régime au pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons prendre des habitués de ce programme. À ma droite, on va prendre le très respecté maître Gaël Matadi. Je rappelle qu'il est cadre du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, ce parti de Augustin Mundekereza qui se veut de l'opposition extra-parlementaire. Bonsoir maître Gaël. Bonsoir monsieur Jade, bonsoir à mon co-débatteur, mais également bonsoir à tout le peuple congolais qui nous suit en ce net moment. Mais je ne manquerai pas également de dire bonsoir à mon autorité morale, monsieur le président Justin Mundekereza, le président donc du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, et enfin merci de l'invitation. Très bien, c'est un plaisir pour nous de partager toujours ce moment avec vous, pour le bonheur de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Il ne sera pas seul, vous avez remarqué évidemment. Nous allons prendre un autre pertinent. Lui, il est analyste politique, historien et économiste de formation et cadre du parti Cause Commune, Monsieur Tshisekedi Paul. Bonsoir et bienvenue Paul. Bonsoir cher Jade, en tout cas un réel plaisir pour moi d'être encore sur ces plateaux. Très bien, pour nous un plaisir et un honneur que tu sois toujours prêt à répondre présent à nos invitations. C'est vraiment ça, c'est une lutte noble, on doit vraiment essayer un peu de réveiller quand même cette jeunesse qui s'endorme. Très bien, alors nous allons ouvrir rapidement deux parenthèses avant de rentrer dans le vif du sujet, l'actualité nous l'oblige. D'abord commençons avec cette disposition prononcée officiellement ce jeudi 28 mars par le commissaire général de la ville-province de Kinshasa, de la police nationale ville-province de Kinshasa, le général Kilimba Limba, qui a proposé que la police utilise désormais des drones pour mettre fin à l'insécurité et surtout aux embouteillages sur les grandes artères de la ville de Kinshasa. Quel est votre commentaire? On va utiliser maintenant les drones pour pouvoir pallier aux problèmes d'embouteillage sur nos routes, finalement. On va commencer avec vous, maître Gaël. Voilà, monsieur Jade, ce que vous devez savoir de prime abord est que la mission du service public, n'est-ce pas, est de répondre efficacement aux desiderata de la population. Et ceux qui sont appelés à répondre à cette lourde responsabilité, n'est-ce pas, doivent, ceux-là, utiliser tous les moyens qui sont à leur possession pour pouvoir répondre ou satisfaire le besoin de la population. Eh bien, vous le savez autant que moi que les embouteillages dans cette ville sont devenus des cycles infernaux, n'est-ce pas? Donc, on ne sait pas se mouvoir dans la ville de Kinshasa. Et moi, je me suis toujours posé cette question, est-ce que nous sommes vraiment un peuple travailleur? Est-ce que nous sommes vraiment dans la logique de la social-démocratie? Parce que je pense que si nous sommes un peuple travailleur, eh bien, il aurait fallu d'ailleurs, depuis très longtemps, trouver, n'est-ce pas, des solutions pour pouvoir endiguer, je l'appelle ce fléau, cette urgence des embouteillages. Alors, les mécanismes que le premier policier, n'est-ce pas, de la ville semble préconiser, eh bien, moi, je mets beaucoup de doutes par rapport à son efficacité, par rapport à son apport dans le désembouteillage ou dans la décongestion, n'est-ce pas, des artères publiques. Vous savez, lorsque vous parlez de drones, c'est bien de parler de drones, mais au-delà de ça, ou avant cela, les préalables devaient être remplis. Le préalable, c'est quoi? Le préalable, c'est la formation efficace, la formation complète des policiers de roulage. Ça veut dire ceux-là qui sont, n'est-ce pas,
assignés à la tâche de mener à bien la circulation routière. Il faudra former ces gens-là parce que nous assistons à des conduites, à des comportements qui laissent à désirer. Et parfois même les embouteillages ne sont pas dus du fait que nous avons une carence des artères qui sont bien asphaltées, mais parfois les embouteillages sont dus du fait que ces gens-là ne se comportent pas bien. Vous parlez des policiers de circulation routière, on parle justement de... Oui, justement. Alors, vous avez aussi le comportement des chauffeurs qu'il faut éduquer. Vous savez, un autre problème, cela, à qui on donne le permis de conduire? On le donne à qui? À quel moment il y a de tests? Et lorsqu'il y a des fautes graves qui se commettent, ça veut dire des contraventions au code routier, n'est-ce pas? Est-ce que les sanctions vont aller jusqu'à retirer le permis de conduire? Je pense demander s'il y a encore ces permis de conduire. Hein. Ça va nous amener à plusieurs questions. Justement, je voudrais vraiment rester en droite ligne de votre question pour ne pas perdre de temps. Et donc, vous comprendrez avec moi que, n'est-ce pas, le problème est là, le problème est profond. Alors, l'administration, en réalité, si nous avions satisfait à ces préalables, l'administration devrait, n'est-ce pas, être numérisée. Ça veut dire que nous avons une administration de la police de circulation numérisée. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, l'utilisation des drones, encore que j'aimerais dire ici que ces drones ne doivent pas ententer, n'est-ce pas, à la vie privée des Quinoises et Quinoises, parce que vous le savez bien que vous êtes en train de parler de nos installations hygiéniques parfois qui n'ont pas de toit. Au-delà même de ça, mais le fait que votre drone est en train de superviser une cour, n'est-ce pas, d'une parcelle donnée, je crois qu'il y a forte inquiétude par rapport à cela. Alors, je voudrais dire que lorsque les préalables seront remplis, n'est-ce pas, avec une administration numérisée, eh bien, les drones pourront, d'une certaine manière, aider, n'est-ce pas, à la décongestion des artères publiques. Mais je pense que cette mesure est à la limite du tolérable et les effets seront éphémères, encore que est-ce que nous avons réellement mené une étude sérieuse sur le fait que ces drones seront placés à tel moment? Parce que parfois le problème des embouteillages ne sont même pas des problèmes qui doivent trouver remède dans les drones, mais c'est juste question de mettre un peu d'intelligence, c'est juste question de savoir que lorsqu'il est des heures creuses, n'est-ce pas, la police devra faire son travail et que cette police devra vraiment se comporter de manière digne et que le chauffeur également doit faire la part des choses, et je pense que nous pourrions arriver, n'est-ce pas, à laisser la population circuler comme il se doit, parce que nous sommes un État social et donc nous devons travailler à temps pour que la production ou la productivité soit abondante pour le bonheur du pays. Très bien, je pense que vous avez consommé tout votre temps par rapport, bien sûr, à cette première partie de ce paragraphe que nous aurons rapidement avant de descendre dans le vif du sujet. Le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le commissionnaire divisionnaire adjoint Blaise Mbola Kilimbalimba, comme on vient de le dire, Paul Tshisekedi annonce ce jeudi 28 mars que désormais la police va recourir aux drones pour lutter contre l'incivisme routier. Comment est-ce que tu rencontres cette proposition? Sincèrement, cette proposition, moi, je n'accorde pas vraiment du crédit à cela et je qualifie de cela. Donc, tu rejoins l'avis de Maître Gaël? Effectivement, donc je qualifie de cela d'une proposition. Il dit pour lui, c'est pour traquer des motos taximens qui sont interdits vous savez, à la Gombe. Pas nécessairement. Avant de prendre une mesure, soit avant de traquer les motards, il faudrait tout d'abord comprendre, est-ce que réellement les routes sont fluides? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait vraiment cette ascendance d'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa? Déjà, nous sommes en quête d'hommes, parce que nos policiers, ou soit, la police routière n'est pas vraiment formée, qu'on se le dise. On voit comment ils se comportent dans des routes, comment ils font face à des difficultés aussi. Est-ce que les gouvernements prennent en compte des problèmes qu'ils rencontrent aussi? Quelqu'un qui quitte chez lui à 6 h du matin, qui se met là pour travailler, qui n'a même pas une bouteille d'eau, tout ça, ça joue sur la psychologie. Donc, il y a vraiment nécessité de dire que non, avant de prendre une telle mesure, il faudrait tout d'abord commencer, toucher d'abord au préalable. Les préalables, c'est quoi? Former d'abord les hommes, avoir les hommes compétents, trouver les moyens par lesquels
ils vont devoir exercer leurs fonctions. Mhm. Je pense bien les moyens, disons les moyens de transport si possible, parce qu'ils doivent aussi être outillés, ils doivent avoir les moyens de transport. Au cas où il y a un accident, ou soit la personne prend fuite, il y a aussi intervention rapide de la police. Donc pour toi, un peu comme vient de le dire Maître Gaël, la priorité en ce moment, c'est pas l'utilisation des drones et renforcer les troupes policières sur terrain. Effectivement, les former, question de pallier à ces vides-là. Parce qu'aujourd'hui, la police routière, elle est qualifiée de tous les mots, parce qu'on voit comment ils se comportent avec les chauffeurs aussi. C'est vraiment une tendance qui jamais, si on ne prenait pas des décisions, ou soit des meilleures décisions, on ne va jamais résoudre les problèmes. Très bien. Alors, on va prendre une autre parenthèse. On est en train de filer rapidement derrière le temps. On ne va pas perdre de temps. D'ailleurs, merci pour ce rappel, Maître Gaël. On va parler d'un sujet qui retient l'actualité sur le plan africain, sur le plan international. Vous savez avec moi, évidemment, que la République du Sénégal, j'ai voulu dire la République sœur du Sénégal, vient de connaître depuis le 24 mars dernier une expérience électorale qui a donné comme résultat à la tête du pays pour les prochaines années, pour les prochains mandats, les 6 prochaines années évidemment, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, président de la République. Bien sûr, en attendant la confirmation par le Conseil constitutionnel, un jeune de 44 ans sorti de l'opposition qui se retrouve à la tête de la plus grande institution du pays au Sénégal. Qu'est-ce que ça vous dit, Maître Gaël? Oui, merci de la question, M. Jade, mais permettez-moi quand même de placer un petit mot là, ce sera très important. En tant que panafricain et africain. C'est pour dire d'abord au regard du premier sujet, c'est pour dire que Je pensais qu'on avait fini avec ça. Oui, mais vous savez, ça vaut la peine que nous puissions faire passer ce message. Allez-y. Très rapidement, c'est que vous savez, quand les autorités circulent sur les artères de la République ou, disons, de la ville, eh ben, ils ont une sorte d'urgence. Ils passent même quand il y a des embouteillages. Et je pense que si on met les mêmes efforts, on met la même attention pour le peuple qui est le premier contribuable, le peuple qui fait les autorités là, eh ben, je pense que il y aura moins d'embouteillages. Voilà, la situation va s'améliorer. Alors, est-ce que d'abord, il faut dire que le moins Sénégal... d'incivisme routier, c'est de ça qu'il s'agit. Évidemment. Okay. Alors, est-ce qu'il faut dire que le Sénégal est une république sœur à la République démocratique du Congo en ce net moment? Non, je pense qu'il faudra donner notre connotation à cela. Moi, je l'appelle la République exemplaire, la République aînée une sœur de la peut-être République exemplaire. du Congo. Oui, mais parfois, lorsqu'on met sœur, on veut placer la RDC et le Sénégal sur le même piédestal. Alors que j'estime qu'avec toute la leçon magistrale, n'est-ce pas, que le Sénégal vient de donner à la République démocratique du Congo par ricochet au monde, eh bien, je crois que la République devra noter sur ses tablettes les avancées énormes ou les lacunes à sa démocratie. La première des choses, c'est quoi? C'est que vous avez eu un président qui avait accédé au pouvoir de manière démocratique, la personne de M. Macky Sall, et qui a voulu d'une certaine manière conserver le pouvoir le plus longtemps possible, mais en utilisant, n'est-ce pas, des voies ou des mécanismes non démocratiques. La traque, par exemple, des opposants. Il y a Ousmane Sonko qui a passé un bon bout de temps en prison. Vouloir torpiller, n'est-ce pas, les lois de la République, ainsi de suite, installer un régime de peur, un régime à la limite dictatoriale qui allait à l'encontre, n'est-ce pas, des vœux de la population sénégalaise. Mais vous avez vu comment les institutions ont joué leur partition. Leur partition. Et c'est quoi la partition? C'est que la Cour constitutionnelle avait, n'est-ce pas... Notamment le Conseil constitutionnel. Le format pour nous, c'est la Cour constitutionnelle. Effectivement, c'est un lapsus de ma langue, mais permettez-moi de dire le Conseil constitutionnel. Mais justement. Et donc, le Conseil constitutionnel est resté dans la logique de la séparation du pouvoir. Ça veut dire que le président voulant emmener le Sénégal ailleurs, eh ben, nous barrons la route, mais de manière démocratique. Ça veut dire que ça ne passe pas la corruption au niveau du Conseil constitutionnel. Quand bien même que le même Conseil constitutionnel a été accusé de fraude et tout ça là, mais il s'est, bon, je ne saurais le dire, mais quand même, il s'est rattrapé, n'est-ce pas, où il est sorti de cette quête tête haute. Et ça, c'est une bonne chose. La deuxième des choses, c'est quoi? Vous avez vu que... En 30 secondes. Oui. Vous avez également compris avec moi que la loi électorale ou encore les préparatifs, n'est-ce pas, qui sont prévus dans la loi électorale ont été réalisés dans un rien de temps.
n'oubliez pas que Macky Sall avait renvoyé les élections Sindhi. Ça veut dire que même la commission qui était chargée de la préparation était un tout petit peu dans la logique de renvoi jusqu'au mois d'octobre ou décembre. Mais en un rien des temps, ils nous ont donné des élections électorales, des élections crédibles, des élections transparentes, et le peuple a fait son choix, et son choix a prévalu sur toutes les tendances, n'est-ce pas, de la majorité. Et la dernière des choses que nous devrions savoir par rapport à cela est que vous allez aussi remarquer autant que moi que quand bien même qu'il y avait une structure qui était appelée à proclamer les résultats, mais la société civile annonçait déjà, n'est-ce pas, les premières tendances, voilà, donc les premières en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Évidemment, et cela n'a pas été une certaine entorse, parce que ces gens-là ont fait de la bonne observation, et donc je comprends que lorsqu'on laisse le jeu démocratique se jouer comme il se doit, en tout cas, le retour que donne ce jeu démocratique, c'est le bonheur de tout le monde. Et aujourd'hui, le peuple sénégalais a retrouvé son chapitre démocratique, et je pense que c'est pour l'image même du peuple sénégalais au niveau des concerts des nations. Alors, Paul Tshisekedi, rapidement, ton co-débatteur, il dit pour lui, déjà, il s'est permis de me corriger. Bon, j'ai parlé de République sœur parce qu'on est tous africains. Il a proposé que l'on prenne le Sénégal comme exemple, surtout concernant la République démocratique du Congo en matière électorale. Est-ce que tu es du même avis? Oh oui, mais sincèrement... Ça, c'est le premier aspect des choses de son propos tout à l'heure. Voilà, pour honorer la lutte de Muammar Kadhafi, Thomas Sankara et Patrice Emery Lumumba, moi je pense qu'aujourd'hui la République du Sénégal nous a donné quand même un bel exemple de voir aussi... Donc, il a raison de dire que c'est un pays exemplaire en matière de démocratie, en matière d'élection. Bon, disons pas un pays exemplaire, parce qu'il faudrait comprendre que la démocratie, là, c'est... Moi je me dis, la démocratie en Afrique, c'est un frein que nous a été imposé par les Occidentaux. Il ne faut pas plutôt parler de la démocratie, parce que la démocratie ne développe pas un pays. Comprenez, donc moi je me dis, c'est un bel exemple que la République du Sénégal. Est-ce que tu voudras que l'on rentre dans les années Zaïre? Moi, je pense que tous ces pays européens, tous ces pays, je pense moi, asiatiques, que vous voyez là, tous ces pays qui se sont développés ne se sont jamais développés avec la démocratie. Ils ont commencé par une dictature quand même. Je pense que si vous regardez l'histoire du Singapour, vous comprendrez il y a une dictature qui a été imposée, mais cette dictature a permis à ce que les pays soient développés. Le développement du pays soit réel. Voilà, donc pour nous aussi, moi, je pense on essaie d'aller au bout de ta réflexion. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est un bel exemple, au fait, que la République du Sénégal nous a produit aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'il faut que certains Congolais arrêtent avec cette nonchalance de faire la comparaison entre la République démocratique du Congo et la République du Sénégal. Nous n'avons pas, en fait, une même réalité. Alors, mais bien, il y a eu quand même ce qui s'est passé. C'est un bel exemple à utiliser ou soit à appliquer aussi chez nous. Alors, cela nous a permis maintenant de faire une petite comparaison entre les élections qui se sont produites au niveau du Sénégal et des élections qui se sont produites ici aussi en RDC. Question de faire... de prendre cet exemple d'améliorer quand même chez nous ici. Si cet exemple est un bel exemple comme tu le dis, c'est aussi parce que la Cour constitutionnelle ne s'est pas laissée. La Cour constitutionnelle, on parle de ça au pays, mais pour le Sénégal, il s'agit du Conseil constitutionnel, ne s'est pas laissé corrompre et a joué franc jeu, à protéger tout le monde et en toute liberté et surtout en toute indépendance. Ce sont les propos de ton co-débatteur. Effectivement. Voilà. Donc si notre Cour constitutionnelle avait joué le même jeu que celle du Sénégal, on aurait peut-être les mêmes... l'exemple aussi à donner aux autres. Moi, je me dis, cette Cour, normalement, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est l'indépendance de la justice, l'indépendance des institutions. Alors, notre Cour constitutionnelle doit faire en sorte que son travail soit amélioré, qu'elle soit indépendante, qu'elle ne subisse pas des pressions politiques. Tu es en train de dire que la Cour constitutionnelle de chez nous subit des pressions politiques et n'est pas totalement indépendante? Moi, au début, elle a été indépendante, mais avec ce qui s'est passé avec des contentieux sur les élections législatives, moi, je me dis, il y a... Je rappelle que Paul Tshisekedi est de l'Union sacrée. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien de le rappeler. Moi, je précise encore, ça, c'est une nouvelle génération. Je ne suis pas ces jeunes qui doivent courir derrière des politiciens. Moi, je vois l'avenir du pays. J'ai l'amour pour ces pays. Donc, sincèrement, il faut être clair, on doit se dire des choses en face. Je pense que tu vas finir par te radicaliser et quitter
ta famille politique. Non, non. Bah, Vous savez, s'il faut continuer les réflexions de la sorte. aujourd'hui, la politique moderne marche avec les idéologies et avoir l'exemple de ces idéaux. Donc, on peut être dans une même famille politique, mais on se critique, on se dit les choses en face. C'est par là qu'on va bien marcher. Et quand on ne se dit pas les choses en face, vraiment, c'est... Je ne trouve pas pourquoi on doit continuer la lutte. Très bien. Alors, on va ouvrir une autre parenthèse rapidement. Vous avez un propos à émettre? Oui, maître, monsieur Jade, permettez-moi de placer mot sur ce que nous disons ici. Il y a aussi lieu d'interpeller la classe politique congolaise, mais également la population congolaise. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que dans la République exemplaire du Sénégal, il y a un jeune, n'est-ce pas? République exemplaire. Voilà, un jeune de 44 ans qui est là à la tête du pays. Et nous sommes fiers de dire, il sort de l'opposition. Mais je me dis, quel est le traitement que la classe politique congolaise et la population réservent, n'est-ce pas, aux jeunes qui font l'opposition dans cette République. Même quand ils sont des jeunes qui font l'opposition comme vous. Même quand ils sont porteurs des idéaux, n'est-ce pas? Même quand ce sont des jeunes, en tout cas, avec des objectifs qui sont salvateurs pour la République. Et cette classe politique qui amène à tout moment au débauchage, parce qu'on veut montrer aux jeunes que la lutte ne sert à rien, mais une fois que vous mettez de plein pied une fois que vous êtes de plein pied sur le terrain politique, eh bien, ralliez-vous là où il y a le trésor public, là où il y a le gâteau, et bien voilà, ça va aller très bien pour vous. Et donc, si nous restons dans cette logique, nous restons dans cette manie politique, je ne suis pas sûr que dans cette République, nous aurons des jeunes qui seront à la tête de la République. Mais nous continuerons toujours à alimenter tous ces vieux-là, ces vétérans, n'est-ce pas, qui n'ont rien donné à la République, et eux seront là en train de gouverner, et cette jeunesse sera à la merci de son désespoir. Très bien. Alors on va prendre, j'étais en train de dire, un autre aspect des choses quant à ce qui se passe au Sénégal. On est tous africains, et donc on a le droit d'en parler. Si tout se passe bien, en tout cas par rapport aux informations que nous avons pu recueillir, il y aura prestation de serment le 2 avril et formation du gouvernement 3 jours après. Est-ce là encore une autre forme de leçon que nous avons à tirer? Mais les leçons sont là, et j'ai raison de réitérer cette expression que je consacrais de la République exemplaire du Sénégal. Monsieur Jade, le peuple congolais vous suit ou nous suit en ce net moment. Est-ce que vous savez les affres de n'avoir pas le gouvernement depuis le mois de janvier ou depuis la prestation du serment du président de la République? Je rappelle même que les institutions ont connu un arrêt fatal, n'est-ce pas, peu avant même qu'il y ait élection, ça veut dire aux alentours ou à l'avant-veille du 20 décembre. Ça veut dire que nous étions déjà dans une situation où les institutions ne donnaient plus à la hauteur de ce qu'elles devaient donner. Et aujourd'hui, 3 mois, sans gouvernement, nous sommes à l'aise, les institutions, les animateurs, nous sommes très à l'aise dans un pays que nous disons en guerre, dans un pays où l'urgence c'est trouver les solutions aux besoins de la population, dans un pays où la population s'est quand même permise, en dépit, n'est-ce pas, des élections biaisées, mais sous la pluie, s'il vous plaît, sous la pluie, sous le désordre de la CEDI, cette population a fait son devoir. Elle s'est déplacée. Et dans un pays comme ça, où il y a tellement d'urgence, eh bien voilà, on n'a pas de gouvernement d'ici à 3 mois maintenant, et nous allons au 4e mois. C'est regrettable. Aujourd'hui, l'urgence devient la formation du gouvernement. Voyez-vous? Donc c'est pour dire que nous sommes pas très sérieux sur ce dossier-là. Et si la République exemplaire du Sénégal arrive à relever le défi... Je commence à aimer cette expression, République exemplaire. Évidemment. Et si donc cette République arrive à relever ce défi, comme ils l'ont annoncé, en tout cas, je pense qu'il faudra revoir même tout ce que nous avons ici. Parce que les députés n'ont pas besoin de faire des mois pour avoir le bureau définitif. Tout ça. Voilà. Moi, je dis encore que les problèmes qu'on a ici au Congo, c'est l'homme. C'est l'homme parce que la formation du gouvernement, c'est encore... un problème d'homme, parce que les hommes veulent tirer les draps de l'autre côté, ils vont se tirailler pour leurs propres intérêts, ils vont se diviser pour avoir des postes. Moi, je me dis, au moment où nous sommes, nous n'avons pas besoin de perdre de temps. On a besoin de décoller, on a besoin de bosser. Ça fait quand même plus de 3 mois. Alors, s'il faut compter exactement les jours depuis que le président de la République a prêté serment. Sachant bien que les premiers ministres doivent
disons, émaner soit du regroupement, ou soit famille politique qui a autant de députés nationaux. Alors, si cette logique doit être respectée, moi je me dis il y a urgence de nommer un Premier ministre. Mais parce que les partis politiques, les différents... Vous n'allez pas quand même dire qu'on n'a pas de Premier ministre. Il y a un Premier ministre qui assure et qui expédie les affaires sur sa table depuis... Si je dois encore entrer en profondeur, parler de ces premiers ministres en fonction, entre guillemets, entre parenthèses, je serai long et peut-être je risquerai de déborder dans mes propos. Alors je préfère encore me taire, je préfère me réserver. Donc j'ai dit, les problèmes qui frappent la République aujourd'hui, c'est l'homme. Alors l'homme congolais n'a pas, on dirait que l'homme congolais n'a pas cet amour pour son pays. Parce que si réellement l'amour existait, je pense qu'on peut régler les problèmes en un seul jour. La majorité parlementaire a été identifiée. Pourquoi on fait tarder les choses? Tout ça parce que les hommes politiques... En tout cas, je pense que cette question, il y a un informateur ou formateur qui est assigné à cette mission. C'est à nous, qui sommes neutres, et à ceux de l'opposition de vous poser la question, Paul Tshisekedi, vous qui êtes du régime en place. Oui, le formateur a fini son travail. Normalement, les premiers ministres devraient être... ou soit la formation du gouvernement devait intervenir la semaine prochaine, donc les premiers ministres devaient être nommés cette semaine. Mais fort malheureusement, nous n'avons pas compris pourquoi les choses continuent de tarder. Donc on comprend qu'il y a des politiciens qui cherchent toujours à sorte qui restent sur la table décisionnelle au moment où nous avons besoin d'avoir des nouvelles figures, au moment où nous avons besoin d'avoir des hommes compétents pour travailler pour la République. C'est vraiment regrettable de voir ces hommes continuer toujours de nous faire croire que non, ils sont des modèles, ce sont des hommes exemplaires pour nous, la jeunesse. C'est vraiment regrettable. Très bien. Je sens beaucoup de hargne dans les propos de Paul aujourd'hui. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un est-il en train de se révolter? Bon. Non, pas nécessairement. On finira par J'insiste encore toujours que non, ça c'est la nouvelle génération. On doit être exemplaire. Malheureusement que nous jeunes... Rien de radical. Rien de radical. Nous jeunes, nous n'avons pas eu de modèles dans ces pays. On doit se faire des modèles nous-mêmes. Donc c'est ça la lutte pour nous. Très bien. Alors nous allons à présent aborder la thématique essentiellement retenue sur l'actualité dans notre pays, que nous avons retenue pour vous aujourd'hui, insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Comment stopper cette hémorragie? Cette question à laquelle, bien sûr, nos invités auront le plaisir de répondre avec moi. Rapidement, comme vous le savez, chers téléspectateurs, eh bien, vous, chers invités, vous savez avec moi, depuis un certain moment, des cadres des partis politiques dans notre pays, et même l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, a rejoint les forces rebelles. Qu'est-ce qui est la cause de cette recrudescence de rébellion tout d'un coup après les élections dans notre pays? Jade, vous savez, il y a des choses sur lesquelles la République ne doit pas tolérer. Et parmi ces choses, c'est la tentative de renverser l'ordre constitutionnel ou démocratiquement établi. Ça veut dire que même vous, du côté de l'opposition, vous n'êtes pas d'accord avec cette démarche? Non, écoutez, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour régler les problèmes, n'est-ce pas, politiques, vous devriez recourir aux armes. Je ne suis pas de ceux-là. Voilà, de cette génération-là. Et aussi, il faudra le dire ici, que nous avons connu un modèle, parce que mon co-débatteur a parlé des modèles. On a connu... le feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, il était opposant. Son homonyme. Hein. Avec, en fait, quand je parlais de modèle, j'ai dit des modèles politiques. Non, comme ne vous en faites pas, je ne suis pas en train de vous contredire. Mais merci. là, je suis sur ce point, il n'y a pas encore de contradiction. Je suis en train de rappeler que nous avons connu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui était opposant pendant 38 ans presque. Il a même été relégué dans sa province. Il a connu toutes les affres, les violences et tout ça. Mais il est resté pacifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de revendiquer, n'est-ce pas, ses droits politiques. C'est possible de ne pas être d'accord avec la gouvernance de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, mais tout en restant, n'est-ce pas, dans la logique de la paix. Parce que lorsque vous prenez les armes, en réalité, vous prenez par exemple la cité de Saké, n'est-ce pas, où il y a incursion du M23.
Mais en réalité, qui souffre de cela? Oui, M. Tshisekedi souffre moralement parce qu'il est le premier d'entre les Congolais. Et mais, le garant de la sécurité et de l'intégrité territoriale de notre pays. Mais c'est d'abord la population, n'est-ce pas, habitante de cette cité, n'est-ce pas, qui souffre au premier abord. Ça veut dire qu'il n'y a pas école, il n'y a pas marché, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien du tout. Et donc, ils sont appelés à se déplacer. Et donc, vous vous rendez compte comment un Congolais ou deux, trois Congolais, n'est-ce pas, pour des raisons, je ne sais pas, politiques, ils sont capables de faire déplacer ou de faire souffrir les autres Congolais. Et ça, c'est de manière directe. Alors, si nous, contribuables congolais, nous décidons aussi de nous comporter de cette façon-là, face à certaines autorités qui nous infligent la prévarication, qui nous inflige des souffrances atroces. Je rappelle que les fonctionnaires ne sont plus payés au délai habituel. Et donc, si tous les Congolais décider d'agir de cette manière-là, alors nous serons dans une jungle. Une manière de dire qu'il n'y a pas des Congolais, fussent-ils opposants, soit-ils opposants, soit-ils de la majorité, il n'y a pas de Congolais qui soient super Congolais. Nous sommes tous Congolais et nous avons accepté, n'est-ce pas, de résoudre nos problèmes autour d'une table. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est quoi? Vous savez, la politique a aussi ses réalités. Les réalités sont telles que le jeu politique est joué par ce qu'on appelle les animateurs, ça veut dire les acteurs politiques. Ce sont eux qui font le jeu politique. Ce sont eux qui organisent la cité. Alors, il faudra aussi faire en sorte que M. Tshisekedi, que j'interpelle en ce moment, il devra faire en sorte que même sa manière de gouverner ne puisse pas, n'est-ce pas, offusquer ceux qui sont par nature acteurs du jeu politique. Donc vous êtes en train de dire que c'est la manière de gérer de M. Tshisekedi qui irrite les autres. On aimerait comprendre plus brièvement. Oui, ça, je le souligne ici. Je dis que cette manière de gérer, n'est-ce pas, n'aide pas en fait, ne donne pas l'opportunité ou l'occasion à tous les Congolais et surtout ceux qui sont dans la politique, n'est-ce pas, de pouvoir se sentir à l'aise. Alors, lorsque vous gérez la République en dehors des normes constitutionnellement établies, lorsque vous manipulez, vous entremêlez les règles de jeu, et tout ça pour faire mal à vos adversaires ou à ceux qui sont capables de vous dire non, là vous avez violé la Constitution, voyez-vous, et en réponse, vous allez jusqu'à les traquer, à les jeter en prison. Il y en a même qui n'ont pas connu des vrais procès. Il y en a même qui sont jusqu'à aujourd'hui là-bas sans une quelconque humanité, n'est-ce pas? Ils sont jetés, d'autres sont traqués. Les morts, n'en parlons pas. Je ne suis pas en train d'accuser indirectement le président, mais je dis qu'il y a des situations comme ça. Alors, la Constitution, dans son article 64, dit tout Congolais est en droit de barrer la route, n'est-ce pas, en utilisant n'importe quelle voie en fait, à l'égard de celui-là qui veut imposer la dictature ou une quelconque pensée dans la gouvernance. Alors, là aussi, ça prête confusion parce que à partir du moment que eux se sentent convaincus, n'est-ce pas, que M. Tshisekedi, et il y a une évidence comme ça, que M. Tshisekedi viole la Constitution, M. Tshisekedi veut dicter les institutions dans une certaine logique, et cette logique-là frise en tout cas la liberté des autres. Mais Tshisekedi veut réduire l'opposition à néant, mais Tshisekedi traque jusqu'au point que les opposants doivent sortir par des canaux qu'on ne sait pas, et puis ils se retrouvent ailleurs. Et donc tout cela, c'est révoltant sur le plan politique. C'est pourquoi il y en a qui prennent les armes. Ils peuvent se dire, je ne suis pas leur interprète, je suis en train d'analyser, mais quand même ils peuvent se dire que, n'est-ce pas, sur fondement de l'article 64, n'est-ce pas, M. Tshisekedi n'étant pas en mesure de gouverner de manière constitutionnelle, nous allons nous constituer comme, n'est-ce pas, un Ceux groupe qui lui bloquent la route. Voilà, un groupe qui va consister à bloquer la route à M. Tshisekedi. Alors, je pense que... J'espère que cette fois, Paul sera pas d'accord. Ça peut être la motivation. Sinon, si c'est parce que vous n'avez pas été élu député, si c'est parce que vous n'avez pas... Parce qu'on vous a ravi vos carrés miniers, par exemple. Non, écoutez, même ravir le carré minier, moi je ne vois pas le carré minier, mais moi je vois le droit au fait. En réalité, la réflexion est profonde sur le plan de la rébellion. En d'autres mots, pas les politiques simplement. La question c'est
pourquoi, n'est-ce pas, certains Congolais décident de quitter la table de négociation pour rejoindre la jungle et là faire la guerre contre les Congolais. Vous comprenez? Alors, c'est ça la question. Alors, il faut noter que lorsqu'on vous ravit vos droits, vous devenez automatiquement frustré. Il y a une frustration. Et surtout quand c'est en politique, il y a encore une frustration énorme. Je vais aller très loin, même si nous avons une épée de Damoclès sur nous. Mais prenez par exemple les conclusions de la mort de M. Chérubin Okende, n'est-ce pas? Ça laisse à désirer. Alors si demain, par exemple, vous avez des Congolais comme ça qui se disent, nous nous revendiquons parce que, voilà, nous estimons que l'État n'a pas été à la hauteur de ces enquêtes, eh bien, qu'est-ce que vous allez dire? Donc vous êtes en train de dire qu'il est normal que certains Congolais prennent les armes quand ils sont lésés et quand leurs droits ne sont pas protégés. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la rébellion, Très mais bien. je vais comprendre, n'est-ce pas, parce que le plus important ici, ce n'est pas même la peine de mort, pour dire que parce qu'ils on y arrivera. Parce qu'ils ont rejoint le camp de, voilà, non, le problème ce n'est pas là, le problème c'est la motivation. À partir du moment que les causes sont bien analysées, sans état d'âme, n'est-ce pas, eh bien nous aurons les réponses appropriées pour que cette hémorragie cesse. Paul Tshisekedi pour Gaël Matadi, évidemment Félix Tshisekedi, de qui il est politiquement opposé, ne gère pas bien le pays, ça frustre les uns les autres, il y en a qui ne supportent pas et on arrive à prendre les armes. Comment tu rencontres ces propos? Oh oui, je contredis déjà les propos de mon co-débatteur Gaël. Vous savez, faisons une petite reculade, regardons bien, faisons un parallélisme de voir quand même cette affaire d'agression que la République démocratique du Congo fait face. Faisons un pas en arrière. Regardons bien les années 1960 jusqu'en 68. La RDC, tout en étant jeune, ces pays a connu des moments tellement atroces. Déjà à partir de 1962, la République a connu une rébellion avec un certain Moulopo qui voulait faire de l'espace Kassai un État indépendant. Vous avancez vers les années 64, de l'autre côté on voit Gizenga qui fait la rébellion dans la province orientale. On voit déjà à 68, on voit Moïse Tshombe qui voulait faire du Katanga un État indépendant. Tout ça, ils étaient utilisés comme des valets des Occidentaux pour disloquer la République. Question de ne pas donner aux Congolais le goût de jouir de leur propre pays. Alors, quand on compare la situation actuelle avec la situation passée, on comprend qu'il y a vraiment des similitudes. Aujourd'hui, les Rwandais nous agressent. Qui est derrière les Rwandais? Pourquoi certains Congolais soutiennent Kagame pour nous agresser? Tout ça pour piller nos richesses. Moi, je pense que quand on voit certains politiciens rejoindre aujourd'hui la rébellion, il y a vraiment beaucoup à dire. Il y a eu un plan qui a été bien planifié, parce que c'est là bien fait. Parce que c'est là que vous intéressez. Votre voilà, lui parle de la mauvaise manière de gérer le pays. Moi, je pense que selon un auteur français, Alain Peyfit, qui dit l'opposition fait face, ou soit l'opposition est là pour faire le contrepoids à un régime. Mais l'opposition soutient un gouvernement. Pourquoi l'opposition doit soutenir un gouvernement? L'opposition soutient un gouvernement parce que la population doit se sentir à l'aise. Mais l'opposition fait le contrepoids à un régime pour que les régimes ne dépassent pas les bornes. Et donc, je me dis déjà, Félix Tshisekedi n'a rien à voir avec ses opposants. Ces opposants aujourd'hui qui les qualifient d'un dictateur, ce sont les mêmes opposants qu'on trouve en train de collaborer avec l'ennemi de la République. Aujourd'hui, Corneille Nangaa dans la rébellion. Quand vous entrez dans la profondeur, vous allez comprendre que Corneille Nangaa, c'est un valet qui avance, mais derrière lui, il y a des poids lourds qui l'entourent. Question de mettre l'insécurité dans la République démocratique. Mais dans son propos, à celui-là, parce qu'on ne fera justement pas d'apologie sur ce qu'il est en train de faire, il dit qu'il veut libérer le Congo. La fameuse libération du Congo a commencé avec l'histoire de l'AFDEL. Est-ce que le Congo a été libéré? Je pense que les Congolais ne doivent pas être naïfs. Le temps n'est plus à la distraction, le temps n'est plus à la rébellion pour libérer le Congo. Le Congo sera libéré par les Congolais eux-mêmes et par une voie
panafricaines, ou soit par des valeurs républicaines. Mais On n'a pas besoin de rejoindre la rébellion pour libérer un pays. Il dit si ces Congolais qui acceptent de travailler évidemment avec les ennemis de la République, c'est parce qu'ici à l'interne les choses ne vont pas bien et que c'est pour eux une manière justement de faire barrière à ceux qui gèrent mal. Étienne Tshisekedi Wamulumba, n'est-ce pas que c'était un opposant farouche de Mobutu? Est-ce qu'un jour a-t-il eu le courage de prendre les armes pour son pays? On peut continuer à faire sa lutte sans pour autant rejoindre l'opposition. Sans pour autant rejoindre la rébellion. En fait, voilà, allais-je dire, sans pour autant rejoindre la rébellion. En tout cas, ce sont des échappatoires. Dire que parce que Félix Tshisekedi gère mal les pays, qu'on doit rejoindre la rébellion. Ce sont des échappatoires. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Quand aujourd'hui je vois certains jeunes comme Tshisolu et Henri rejoindre la rébellion, c'est honteux ça, c'est vraiment chier sur la lutte de la jeunesse. Est-ce qu'ils sont-ils modèles pour des jeunes? Libérer un pays, est-ce qu'on doit réellement rejoindre la rébellion? Tout ça, c'est parce que nous... Maître Gaël, vous êtes en train de vous gratter, je pense que vous connaissez le jeu du débat contradictoire. Lorsqu'il y a un avis contradictoire, n'hésitez pas à les mettre. Tout ça parce qu'on est naïf. Okay. On ne comprend pas l'histoire, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Moi, je dis que l'ère ne plaît à la rébellion parce qu'aujourd'hui, aucun jeune patriote ne peut soutenir cette bavure, cette bêtise de Corneille Nangaa. Alors, comment remédier à ce problème? Comment encadrer ces rebelles et quel traitement leur administrer pour justement qu'ils ne fassent pas mal à la République? On n'a pas besoin d'encadrer les rebelles. Il faut les traquer. On doit les encadrer. Pourquoi? Ces rebelles qui tuent nos frères et sœurs, qui violent nos mamans, il faut encore les encadrer? Il faut les traquer effectivement. Justement, c'est de ça que je parle. Voilà. Donc, je pense que toutes les mesures sont déjà sur la table. Question de traquer ces bandits, ces chenépans. Moi, je me dis, donc, les présidents des républiques ne cessent de fournir les efforts énormes pour remettre la paix pérenne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que parmi ces mécanismes, Maître Gallo, vous avez quelque chose à dire? Oui, justement. Vous pouviez le dire pendant qu'il parle. Oui, justement. En toute politesse, évidemment. Oui. Vous savez, il y a deux dimensions dans cette sorte ou forme de guerre, en fait. La première dimension, c'est que vous avez, et je l'ai dit ici même, sans froid aux yeux, qu'il y a une gouvernance politique intolérante, n'est-ce pas? Une gouvernance politique à propension dictatoriale, cette gouvernance qui bafoue les règles constitutionnelles, cette gouvernance qui veut éliminer même, effacer l'opposition, et bien là, nous n'allons pas, dire que, en fait, voilà, c'est le fait que l'opposition soit faible. Voilà pourquoi vous avez... ça n'a rien à voir avec ça, parce que sincèrement, je dis ça. Si c'était le cas, je pense qu'on aurait dû organiser un sprint électoral très bien et tout allait bien se passer. Alors, je veux dire que... vous êtes en train de dire que l'une des raisons de cette recrudescence de quêtes rebelles, c'est encore ces élections qui, selon vous, Non, mais vous savez bien que le problème de M. Félix Tshisekedi a commencé depuis 2018. Vous n'allez pas ici donc vous allez dire que la rébellion a commencé depuis 2018? Je ne suis pas en train de dire que la rébellion a commencé depuis 2018. J'étais en train de dire ceci pour ne pas que je ne perde le fil. Je suis en train de dire, cette première dimension de la rébellion, sinon de la guerre, vous ne devez pas la négliger. Parce que, à partir du moment que ceux qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui ont l'impérium, ceux qui ont le pouvoir, le potestas, à partir du moment que ces gens-là ne vont pas gérer de manière consensuelle, à partir du moment qu'ils ne vont pas gérer avec humanité, à partir du moment qu'ils doivent comprendre que c'est un jeu démocratique et qu'en dehors, n'est-ce pas, ils ont droit à leur liberté, ils ont droit à être avec leur famille, tout ça. À partir du moment que vous n'allez pas comprendre ça, permettez-moi de vous le dire, nous allons tous être étonnés ici de voir, n'est-ce pas, ceux qui sont mécontents,
se radicaliser. Parce que aussi se mettre dans la tête que le pays est en train de sombrer, n'est-ce pas, dans une sorte de dans une espèce de sorte de dictature, et donc nous devrions rentrer dans cela. Parce que je suis étonné. Parce que lorsque vous bafouez les règles, n'est-ce pas, vous rentrez en arrière. Sincèrement, alors permettez aussi à ces gens-là de sincèrement, rentrer. Il faut être clair avec eux, parce qu'il y a les gens qui nous suivent. Dites-nous sur base de quoi il y a une dictature qui est instaurée dans ces pays. Dites-nous quand même, expliquez-nous. Parce que moi, je pense que c'est imaginaire de dire qu'il y a aussi aujourd'hui une dictature qui est imposée dans cette République. Pour Paul, ces gens ont leur intérêt ailleurs. Mais ils veulent se cacher sous une forme de dictature qui n'existe pas. C'était vraiment difficile de voir aussi des jeunes comme nous parler librement sur un plateau de télévision, critiquer, aller voir même très loin. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est fait. C'est tellement normal. Pour Paul, il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de dictature en tout cas. Il n'y a pas de dictature. Non, mais vous savez, même la dictature, ici nous parlons de dictature constitutionnelle. C'est dictature qui consiste d'abord, la première dimension de la dictature, peut-être que vous ne l'avez pas aperçue, n'est-ce pas? C'est cette dictature constitutionnelle que nous vivons. Expliquez-moi. Depuis un moment ici. Pas moi, mais quand même ceux qui nous suivent. Question d'éclaircir ou soit d'éclairer quand même. Paul, vous êtes le premier d'entre ceux qui suivent. Donc vous avez le droit de lui demander de vous expliquer. Il y a tellement de relevés, n'est-ce pas, de cas de dictature comme ça, et ça n'arrange pas. Notamment la deuxième dimension. Je veux revenir, c'est pour deux raisons, tout ça. Je veux revenir, ne vous en faites pas. Et mon co-débatteur n'est pas sans ignorer ce que je suis en train de dire. Non, mais je suis étonné, cher Gaël. La deuxième dimension. La problématique, ce n'est pas de dire qu'il y a dictature, mais ce sont des frustrés politiques. Parce que, non, sincèrement, vous saviez, lorsque les déferlements... Frustrés politiques. J'y arrive. Lorsque il y a déferlement des intérêts particuliers, les hommes sont frustrés. Imaginez le cas de Corneille Nangaa. Un détenteur d'un carré minier de manière illicite, illégale, où on lui demande de prouver avec des documents légaux, non, il est incapable de les faire. Mais c'est tout à fait normal qu'il soit mis à la disposition de la justice pour prouver cette propriété privée, comment il en a. Et quand on le ravit par frustration, il devient rebelle. Il rejoint la rébellion. Est-ce que c'est une raison valable pour un patriote d'aller dans la rébellion parce qu'il est contraint à se présenter à la justice pour prouver ou soit donner quand même des documents légaux pour prouver qu'il est détenteur d'un carré minier? Vous savez, le problème, c'est quoi dans ce pays? C'est que nous aimons bien faire de l'hypocrisie. Non. Nous ne regardons pas les choses en face. Je vous ai dit... D'ailleurs, ceux qui sont hypocrites sont ceux qui rejoignent la rébellion. Analysons froidement la question, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre qu'une bonne partie, n'est-ce pas, de ce que nous décrions ici vient du fait que ces gens sont frustrés. Pourquoi ils sont frustrés? C'est parce qu'il y a une certaine gouvernance intolérable. Et ça ne doit pas passer. La deuxième dimension de la guerre, parce que j'étais appelé à pouvoir éclairer, n'est-ce pas, ces éléments pour que nous puissions comprendre. J'ai fait cette méthode pour qu'à la fin, nous puissions avoir des solutions de tous. Parce que moi, je ne peux pas rejoindre, en tout cas, je vous rassure déjà, je ne rejoindrai pas ceux qui sont dans cette jungle-là, n'est-ce pas, pour faire la guerre contre mon pays. J'ai mes convictions et je pense que peu importe la dictature, peu importe l'intolérance, l'oppression du pouvoir, nous allons rester sur le chemin de la paix. Mais la deuxième dimension, c'est quoi, M. Jad? C'est qu'il y en a aussi parmi eux, n'est-ce pas, qui veulent au fait jouer à la rhétorique de la République ennemie du Rwanda. Ça aussi, c'est une dimension importante dans l'analyse. C'est quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, la rhétorique de la République démocratique du Congo, dans les concerts des nations, c'est que c'est le Rwanda qui nous agresse, n'est-ce pas? Et qu'il y a même la présence des militaires et leurs effets, n'est-ce pas, rwandais sur notre territoire. Ce qui va à l'encontre de toutes les conventions, les traités de paix, tout ça. Et donc, ça dérange la communauté internationale. Il y en a qui ont rejoint ces mouvements insurrectionnels, n'est-ce pas, à la demande du Rwanda,
Parce qu'ils veulent faire en sorte que le Rwanda puisse sortir de cet ancrage et que l'on dise que le problème est congolais. Au moins pour cette Voyez-vous? dimension, je suis d'accord avec vous. Non, s'il vous plaît. Mais pour Voilà la première pourquoi- dimension, voilà. en tout cas, j'ai contredit ces propos parce que Il faut- cherchons à être impartial. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Déjà que je vous dis que, est-ce que vous savez que l'article 64 de la Constitution entretient un flou dans le sens que cet article vous dit, n'est-ce pas, barrer la route. De quelle manière vous barrez la route? Mais Vous lisez le préambule de la Constitution. Le préambule vous dit que c'est au regard, n'est-ce pas, de ces dictatures constitutionnelles, ces dictatures au niveau politique que le pays avait reculé. Et c'est pour ces raisons-là que nous avons cette Constitution. Le législateur ou le souverain primaire vous dit barrer la route. Ça veut dire faites tout pour que, n'est-ce pas, cette pensée ou cette propension, cette gouvernance à la dictatoriale ne puisse pas s'ériger. Voilà. Alors, à partir de ces moments-là, permettez-moi quand même d'interpréter la Constitution, encore de l'éclairer. Alors, On va aller très vite. Ah, mais est-ce que la grande-mère sorcière qui est la Constitution elle nous permet de prendre les rejoindre ou soit de prendre les armes pour faire la rébellion? La Est-ce que non, on dirait que vous vous contredisez dans vos propos. Je ne suis pas en train de me contredire, mais je vous ai donné. Vous savez, le plus important, c'est quoi? Barrer la route ne signifie pas adhérer dans la rébellion. Barrer la route, qu'est-ce que vous appelez c'est faire le contrepoids au régime. Faire le contrepoids au régime. Parce que la Constitution. Est-ce que la rébellion, c'est l'agression? Non, attends, s'il vous plaît. La rébellion, c'est l'agression? Non. Voilà. Attendez, s'il vous plaît, que encore, j'y arrive. Hein? Barrer la route ne signifie pas qu'on doit rejoindre la rébellion. Barrer la route signifie on fait le contrepoids au régime. Faire le contrepoids au régime, c'est quoi? C'est parce que la Constitution nous donne l'apanage de faire les marches. On peut faire les marches. Très bien. Cela n'est pas un problème. Mais Gaël, on n'a plus que 5 minutes. Rejoindre la rébellion, prendre les armes pour tuer ses propres frères, c'est ce qui est admissible. Je vous dis ici que la rébellion est une chose, l'agression aussi en est une autre. Et donc, barrer la route, la Constitution, on n'a pas tout simplement voulu le dire indirectement que c'est par les marches, par tout ça là. Déjà que vous êtes intolérant, vous n'entendez pas tout ça. Et de deux, n'est-ce pas, la rébellion, c'est une question interne. Ça veut dire c'est un conflit entre Congolais et voilà, ça doit être... C'est question d'intérêt. Je vous le dis voilà parce que même pourquoi lorsque vous portez... J'ai évoqué dans mes propos les cas de Moïse Tshombe. Voilà même lorsque vous portez l'affaire au niveau des concerts des nations, n'est-ce pas, on vous dit non, mais ça là, c'est une affaire entre Congolais. Tâchez de les résoudre entre Congolais. Pas nécessairement. Alors, ceux qui rejoignent, ce sont les propos émanant de l'ennemi. Dire que l'agression, c'est l'ennemi qui véhicule ces propos. Ces problèmes d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème des Congolais. Il ne faut pas dire ça. Ce sont des propos. Je vous rappelle que Nanga, c'est un Congolais. Non. Écoute, c'est un valet de M. Kagame, c'est un valet de M. Kagame. Mais sincèrement, je te dis, mon frère, c'est un valet de M. Kagame. Écoutez, ils sont des Congolais. Ils sont des Congolais, s'il vous plaît. Ces problèmes d'agression, c'est pas un problème des Congolais. Moi, je doute que c'est un problème des Congolais. C'est un problème qui sort de l'autre côté. C'est un problème de M. Kagame qui cherche à piller, qui cherche comment réduire cette république. Vous devez faire la part des choses. Il y en a qui sont dans la rébellion, n'est-ce pas? Et il y en a qui sont dans la logique de l'agression avec le Rwanda. Il faut faire la part des choses. Je crois que techniquement, c'est comme ça. Je suis contre. Mais sinon... Sur ce point-là, je suis contre. Alors, rapidement, permettez-moi, on n'a plus que 4 minutes. On va avoir 2 questions rapidement. Je vous prie de répondre très brièvement. Est-ce que le fait que nous n'avons toujours pas de gouvernement affaiblit aussi les pays? C'est pourquoi il n'y a plus d'acteurs politiques qui rejoignent la rébellion facilement, parce qu'ils savent, bon, là-bas, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'autorité de l'État suffisamment assise. Le fait de n'avoir pas un gouvernement pour l'instant doit pousser les gens à rejoindre la rébellion. C'est pendant ce laps de temps qu'on a compris plusieurs jeunes rejoindre les rebelles. Pas nécessairement, mon cher. Donc, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Maître Gaël, en 30 secondes. Voilà. Monsieur Jad, ça, ce n'est pas une raison. Je vous ai dit que rejoindre la rébellion aujourd'hui, c'est une longue marche, n'est-ce pas? Il y a eu des choses ou des
arriérés, des frustrations. Qui les ont poussés jusqu'à voilà, ce qui point. ont poussé Alors, à quelles ce mesures point. prendre? C'est la dernière question. Quelles mesures prendre pour justement stopper cette hémorragie, pour empêcher que d'abord ces rebelles puissent faire mal à la République et qu'il n'y ait plus d'autres jeunes ou autres acteurs politiques qui vont rejoindre ces troupes ennemies de la République? Est-ce que la peine des morts fait partie de ces mesures pour justement les empêcher à pouvoir faire mal à la République? En 30 secondes, Maître Guillaume. Non, pas du tout. Quelles mesures prendre alors? Voilà, déjà pas du tout avec la peine de mort. Voilà. La première des choses à pouvoir implémenter dans la gouvernance congolaise est la suivante. Lorsque nous sommes au pouvoir, nous devons accepter le son des cloches venant de l'opposition. Et que l'opposition n'est pas le rebelle. L'opposition n'est pas l'agresseur. L'opposition, c'est celui-là qui vient faire le contrepoids. Je ne suis pas ici d'accord avec non, contrepoids, régime, oh, carrément tout ça là, ainsi de suite. Parce que c'est le régime qui va porter cette majorité-là, ainsi de suite. Et l'opposition doit faire le contrepoids. Alors, l'opposition, déjà, c'est la perception de l'opposition. Ça veut dire que lorsque nous avons une mauvaise perception de l'opposition, n'est-ce pas, nous allons la traquer, nous allons la pousser au mur et les frustrer, n'est-ce pas, vont soit se rebeller, n'est-ce pas, de manière indépendante de leurs propres initiatives, mais d'autres, n'est-ce pas, vont jouer le jeu de l'ennemi. Déjà que je condamne, ça veut dire j'appelle ici à la conscience collective, surtout ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent jouer au jeu de M. Paul Kagame, n'est-ce pas, et ses parents au niveau international. Ça veut dire qu'ils doivent cesser d'alimenter, n'est-ce pas, l'agresseur. Mais la rébellion, qu'est-ce que nous c'est devons une faire à question l'interne de droit interne qu'il faut résoudre par, n'est-ce pas, une bonne manière de gouverner, ça veut dire un consensus, mais également tendre l'oreille, n'est-ce pas, à ceux-là qui veulent, je ne sais pas quoi, et voir dans la mesure du possible comment, n'est-ce pas, rencontrer ceux-là, des communs encore. Merci. Paul Tshisekedi, que faire En tout cas, je profite de cette occasion pour lancer un vibrant message à tous les jeunes Congolais de rejoindre l'amour, le patriotisme pour sauver ces pays. Nous sommes face à un dilemme où, si jamais on ne se prend pas en charge, en tout cas, nos enfants ne vont pas jouir de ces pays. Aujourd'hui, pour pallier à ces problèmes, moi, je pense que la peine de mort, c'est parmi l'une des solutions pour tout d'abord arrêter l'hémorragie. Parce que tous ces criminels qui tuent, qui violent, n'ont pas le droit de vivre encore avec nous. Ok. Donc pour vous, vous soutenez la peine de mort? Effectivement. Très bien. Je pense qu'on a tous dit l'essentiel, fort malheureusement châtié par le temps. Nous sommes obligés d'arrêter cette émission. Merci beaucoup messieurs d'avoir répondu présent. Très houleux et très doux en même temps et avec beaucoup de réflexion, beaucoup de pertinence de réflexion comme on a d'ailleurs l'habitude de le vivre. Merci Maître Guéal. Merci de répondre toujours présent. On sait que ce n'est pas la dernière fois. Je vous en prie monsieur Jade et je réitère ici le vœu du peuple congolais de voir que la peine de mort devra être élagué parce que nous avons adhéré à des traités et nous sommes un pays qui peut résoudre des problèmes sans pour autant avoir cette menace-là ou cette intimidation par la peine de mort, surtout à l'endroit des opposants. Très bien. Et heureusement que vous avez précisé surtout à l'endroit des opposants. Alors rapidement avec vous, Maître Gaël Matadi, je rappelle que vous êtes cadre et membre du parti MDVC de Justin Mundekireza. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit dans cette émission qu'il n'y a pas besoin de prendre les armes pour résoudre les différents politiques? Évidemment. Vous reconnaissez avoir dit que la manière de gérer de Félix Tshisekedi irrite d'autres acteurs politiques, c'est pourquoi certains se retrouvent opposants. Ça, c'est une évidence. Rebelle, parce qu'il faut faire la nuance entre rebelle et agresseur. Ouais. Très bien. Et vous avez dit, la rébellion est une chose, l'agression en est une autre. Parfaitement. Et l'opposition n'est pas la rébellion. Tout à fait. Ok. Et pour finir, vous proposez qu'il y ait une bonne gouvernance, ce qui mettra un terme à cette hémorragie insécuritaire. Gouvernance consensuelle, je pense que tout le monde aura voix au chapitre et ils n'auront même pas besoin de pouvoir recourir aux armes. Et pour Paul Tshisekedi, le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Effectivement, oui. Et pour Tshisekedi, l'intérêt, pour Paul Tshisekedi, voilà. Pour l'intérêt des rebelles est ailleurs, ce n'est même pas cette forme de dictature qu'il croit dire de Félix Tshisekedi. Évidemment, il cherche comment s'échapper. Et vous avez parlé de frustrés politiques. Ce ne sont pas des vrais rebelles en vrai, ce sont des frustrés. Ok. Et vous avez dit aussi dans cette émission, évidemment, que cette guerre, cette rébellion n'est pas entre
Congolais entre eux, mais que ce sont des agresseurs et ennemis du Congo qui sont derrière d'autres Congolais. Évidemment, oui. Et vous avez dit deux choses qui peuvent nous sauver de cette hémorragie. D'abord, l'amour de la patrie et ensuite, la peine des morts. Voilà, ce sont de meilleures solutions en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir participé à cette émission. On arrive à la fin. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon chez Maître Gaël? Ah oui. Je sais que c'est la première fois que vous vous rencontrez l'un face à l'autre. Il a été pertinent, très pertinent même. Déjà, j'ai senti une intelligence tellement énorme. Et donc, je pense que ce sont ces genres de jeunes qu'on a besoin pour mener une lutte noble afin de pouvoir changer la donne. Très bien. Maître Gaël, qu'est-ce que vous avez trouvé de bon chez Paul Tshisekedi? Évidemment, une intelligence éclairée avec une modération dans son verbe et surtout une pertinence dans sa manière de réfléchir. Très bien. Voilà. Merci. Une fois encore et surtout merci à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout à travers le monde sur le canal 366 sur Canal+, évidemment sur la TNT, partout à travers la République démocratique du Congo et sur le canal satellitaire Rascom. C'est la fin et comme vous le savez, ensemble, nous allons rejoindre bien sûr l'idéal de nos pères fondateurs. Nous assurerons la grandeur de cette nation pour toujours. Au revoir.